Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 24 mars 2024. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, la ministre de la Population et des Solidarités a apporté une aide aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées et aux handicapés à un tir à baie samedi. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, notamment la mise en valeur du capital humain. Cette initiative est faite afin que les personnes vulnérables ne soit pas un fardeau pour la société, mais puisse apporter le développement pour elle-même et ses proches. Reportage signé Jameson Rajanarman, Viva Antirabou. Les actions sociales menées par le ministère de la Population et de la Solidarité dans le cadre de la mise en œuvre d'un des 3 piliers de développement du gouvernement, qui est la mise en œuvre du capital humain, se poursuivent toujours. En effet, la ministre de la Population a effectué une visite à Antirabé samedi et à cette occasion, elle a remis aux 25 jeunes issus des familles vulnérables ayant suivi une formation en couture au centre CSPE des machines à coudre. Des couvertures ont également été données à 200 personnes âgées ainsi que des fauteuils roulants pour 4 personnes handicapées. Cette initiative a été prise pour que ces personnes vulnérables ne constituent pas un fardeau pour la société et puissent apporter du développement à elles-mêmes et à leurs proches. Par ailleurs, les jeunes ayant suivi une formation en pâtisserie ont reçu des sacs de farine pour soulager leurs dépenses et afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences. Une exposition de leur réalisation a eu lieu samedi, à laquelle a assisté la ministre de la Population et des Solidarités. Ensuite, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé un tir à baie, une formation intitulée « Devenir freelanceur » axée sur les métiers du web. La session de formation a débuté vendredi dernier pour une semaine et a accueilli près de 200 jeunes désireux de devenir leur propre patron en tant que freelanceur. Toujours avec Jameson Rajanarman. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé à Tirabé une formation intitulée « Devenir freelanceur » axée sur les métiers du web. Cette formation répond à la demande croissante des jeunes souhaitant travailler à leur compte dans le domaine de la gestion d'Internet. La session de formation a débuté vendredi dernier pour une durée d'une semaine et a accueilli près de 200 jeunes désireux de devenir leur propre patron en tant que freelanceur. Cette initiative du METFP offre une opportunité concrète aux participants de développer leurs compétences et de se lancer dans une carrière prometteuse dans un domaine en plein essor à Madagascar, selon la ministre. Le concept de travail en freelance est de plus en plus populaire, offrant aux jeunes la possibilité de gérer leur propre emploi du temps et de travailler sur une variété de projets en ligne. Avec plus de 80 types de travaux du web disponibles, les possibilités sont vastes et ouvertes aux entreprises locales et étrangères. Cette formation permet aux participants de se lancer immédiatement dans le travail en freelance en leur offrant les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine dynamique et en constante évolution. Dans un autre sujet, l'existence de superviseurs au sein des mutuelles d'assurance est importante afin d'assurer la transparence en termes de gestion. La désignation de ces superviseurs est du devoir du CSBF ou Commission de supervision bancaire et financière sous l'égide de la Banque centrale de Madagascar. Les superviseurs au sein d'une mutuelle d'assurance font aider la CSBF à faire l'état des lieux de la situation de l'entreprise sur place et éclairer l'opinion de cette commission de supervision sur des questions spécifiques, ce qui aidera la CSBF dans sa mission de contrôle. Les experts mandatés par la CSBF entreprennent par la suite un diagnostic organisationnel de la mutuelle, veilleront sur sa gestion financière et établiront avec son équipe dirigeante un plan de relance pour assurer son développement de manière plus ordonnée et garantir des services plus performants au profit de ses adhérents. Et le Conseil des ministres a approuvé le recrutement de 2000 militaires pour la promotion 2024 à compter du 1er avril 2024 au sein du ministère de l'Armée, conformément au décret numéro 2013-538 du 16 juillet 2013 qui modifie certains articles du décret numéro 73-3
10-39 du 23 février 1973 relatif à l'inclusion dans l'armée de terre, air et mer. Les services militaires et les écoles militaires peuvent recruter au sein des forces armées de tous les citoyens malagasy qui sont intéressés pour une durée de 2 ans. L'engagement permet à tous les citoyens d'être liés par un contrat avec l'armée pour une durée de 2 ans. En santé, de nombreux Malagasy sont victimes de trisomie 21. Ils sont souvent victimes de stigmatisation au sein de la société. Chaque 21 mars est la journée internationale de la trisomie 21 et Madagascar a célébré cette journée. Mettre fin aux stéréotypes, c'est le thème qui a été mis à l'honneur cette année. Ratraman Zatouf et Kevin Ravounerson nous en disent plus. La trisomie 21 est une maladie comme une autre. Le nombre exact de personnes trisomiques n'est pas encore connu pour Madagascar. Les difficultés qui peuvent être causées par la trisomie 21 peuvent être prévenues si la personne est diagnostiquée à l'avance, selon les explications. La journée internationale de la trisomie 21 est célébrée tous les 21 mars. Down Syndrome Madagascar, en tant qu'initiateur de cette célébration, a mis l'accent sur le thème de cette année, mettre fin aux stéréotypes. Le partage de la joie en soutenant activement les personnes atteintes de trisomie 21, notamment celles qui sont marginalisées en raison de cette condition, a été organisé par cette association pour marquer cette journée. En cette journée mondiale, nous appelons à la fin des préjugés et à l'acceptation inconditionnelle de tous les membres de notre société, y compris ceux qui sont touchés par la trisomie 21, a déclaré Razaf Nzatouf, présidente de l'association. En unissant nos efforts, nous pouvons créer un environnement inclusif où chacun a la possibilité de s'épanouir et de contribuer pleinement, poursuit-elle. Un atelier international auquel participera toutes les associations œuvrant dans la prise en charge des personnes trisomiques aura lieu prochainement. Cette association qui souhaite y participer lance un appel au gouvernement pour une collaboration. En ce qui concerne maintenant les actualités sportives, récapitulation des Jeux africains, Madagascar se trouve à la 15e place au classement général des médailles lors de la 13e édition des Jeux africains qui se sont déroulés à Ghana du 8 mars au 23 mars. Presque toutes les médailles que nous avons remportées l'ont été dans des preuves individuelles. Reportage de Anzar Ratanraville. La 13e édition des Jeux africains organisés à Accra, capitale du Ghana, s'est terminée hier. Madagascar a participé à 12 des 29 disciplines. La grande île a remporté 4 médailles d'or, 4 d'argent et 7 de bronze, ce qui nous place à la 15e place. Pour rappel, Madagascar a remporté 3 médailles d'or grâce à Eric Herman Njetitwain en haltérophilie dans la catégorie des moins de 55 kg et une médaille d'or en judo grâce à Laura Raswanev, ce qui fait la totale de 4 médailles d'or pour Madagascar. Par ailleurs, Sabrina a remporté une médaille d'argent dans la catégorie féminine des moins de 49 kg en haltérophilie. Madagascar a également remporté une médaille d'argent aux échecs grâce à Fira Koutmahar. Sidonie Fiadanantsu a également remporté une médaille d'argent au 100 mètres haies. Et la dernière discipline qui a permis à Madagascar de remporter la 4e médaille d'argent a été le rugby à 7 féminin, où nous nous sommes classés 2e parmi les 5 pays en lice. Enfin, nous avons obtenu 3 de bronze en haltérophilie grâce à Sabrina et Fabian, une en judo grâce à Natasha Rasafjakal dans la catégorie des moins de 48 kg, une aux échecs dans la compétition par équipe, une en karaté et une en tennis de table, ce qui fait en tout 7 médailles de bronze pour Madagascar. C'est grâce à ces résultats que Madagascar se trouve à la 15e place au classement général des médailles lors de la 13e édition des Jeux africains. L'Égypte occupe la première place avec 102 médailles d'or, suivie du Nigeria à la 2e place et de l'Afrique du Sud à la 3e place. Le Ghana, pays hôte, est à la 6e place. La 13e édition des Jeux africains s'est clôturée hier, samedi 23 mars. Cette compétition a prouvé que Madagascar dispose d'athlètes capables de concourir ceux parmi du continent africain. La 14e édition des Jeux africains aura lieu en 2027 en Égypte. Place maintenant aux actualités internationales. Vladimir Poutine a promis samedi de punir les responsables de l'attaque qui a fait 133 morts dans la banlieue de Moscou la veille, assurant que les assaillants avaient été arrêtés en chemin vers l'Ukraine et ne mentionnant pas la revendication du groupe djihadiste État islamique. France 24. Leur arrestation n'aura pris que quelques heures.
Les 4 auteurs présumés de l'attaque perpétrée vendredi soir dans une salle de concert près de Moscou ont été appréhendés ce samedi. Selon Vladimir Poutine, les assaillants se dirigeaient vers la frontière ukrainienne au moment de leur interpellation. Tous les auteurs, organisateurs et instigateurs de ce crime seront justement et inévitablement punis. Qui que ce soit qui les ait dirigés. Nous identifierons et punirons tous ceux qui soutiennent les terroristes, qui ont préparé cet attentat, ce coup porté à la Russie et à son peuple. L'Ukraine qualifie les affirmations russes d'absolument absurdes et craint que Vladimir Poutine n'instrumentalise l'attaque pour justifier des frappes encore plus dures contre son voisin. Dans son discours ce samedi, le président russe ne fait pas référence au groupe État islamique, qui avait pourtant rapidement revendiqué l'attentat. Les combattants de l'État islamique ont attaqué un grand rassemblement de chrétiens dans la ville de Krasnogorsk, avant qu'ils ne se retirent dans leur base en toute sécurité. Selon le ministère de l'Intérieur russe, les 4 auteurs présumés sont des citoyens étrangers. Selon les médias, certains de ces assaillants seraient originaires du Tadjikistan, un pays d'Asie centrale, frontalier de l'Afghanistan, où le groupe État islamique est actif. Mais l'ambassade américaine en Russie avait averti il y a 2 semaines ses citoyens que d'extrémistes avaient des plans imminents de cibler de grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts. La Maison-Blanche a affirmé que les États-Unis avaient partagé ces renseignements avec les autorités russes. France 24. Oui, et on a appris ce samedi dans la presse américaine que les renseignements américains avaient en effet collecté un certain nombre d'informations selon lesquelles la branche afghane de l'État islamique était en train de préparer une attaque à Moscou. Et c'est ce qui explique notamment que le 7 mars dernier, l'ambassade américaine en Russie avait émis une alerte de sécurité à destination de ses ressortissants en disant qu'il fallait absolument éviter les grands rassemblements, notamment les concerts. L'ambassade américaine à Moscou qui écrivait aussi: l'ambassade surveille les informations selon lesquelles des extrémistes envisagent de cibler de grands rassemblements à Moscou. Et en plus de cette annonce publique, la conseillère, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale a assuré que les États-Unis en privé avaient alerté les autorités russes. Mais on a vu que les autorités russes n'ont pas pris au sérieux ces informations, puisqu'il y a quelques jours encore, le président russe Vladimir Poutine, devant le bureau du FSB, a prononcé un discours dans lequel il parlait d'informations qui viseraient à déstabiliser le pays en provenance des Occidentaux, des informations qu'il considérait comme du chantage. Donc on voit que les autorités russes n'avaient pas anticipé la possibilité d'une telle attaque. La Maison-Blanche qui a de nouveau ce samedi après-midi publié un nouveau communiqué pour dire qu'elle condamnait fermement l'attaque haineuse à Moscou et que l'État islamique était un ennemi terroriste commun qu'il fallait combattre. Et pour terminer cette édition, climat serein pour ce vote pour la présidentielle en cette matinée électorale au Sénégal. Beaucoup de gens sont heureux de pouvoir enfin voter. Ils sont fiers de pouvoir s'exprimer dans les urnes, selon ce reportage de France 4. Oui, pas mal d'affluence ici à l'école Ibrahima Kouaté dans le quartier de Dieuppeul, un quartier de la capitale où je me trouve. Vous voyez peut-être derrière moi les files d'électeurs qui attendent donc de rentrer dans les salles de classe pour voter. L'affluence était encore plus grande ce matin, nous ont expliqué les présidents des bureaux de vote. Ce matin, beaucoup d'affluence aussi dans les différents bureaux que nous avons visités dans plusieurs quartiers de Dakar. Les gens expliquaient préférer se lever tôt. Nous sommes en période de Ramadan et de carême, et donc terminer assez tôt dans la journée ce vote pour pouvoir rentrer tranquillement chez eux, profiter de ce dimanche. Alors à l'intérieur des bureaux de vote, il y a bien les équipes au complet, un représentant de la Sénat, c'est la commission nationale électorale, des membres du bureau de vote, les représentants des partis politiques aussi, le matériel est là également. Il y a bien les 19 bulletins. Vous le savez, 2 candidats se sont retirés en fin de campagne électorale, mais le Conseil
Conseil constitutionnel avait estimé que le processus était déjà lancé. Il y a donc 19 bulletins. On a assisté aussi ce matin au vote des militaires. D'habitude, ils votent une semaine avant, mais là, en raison du chamboulement du calendrier électoral, ils se sont retrouvés à voter en même temps que les civils. Ils formaient une queue à part, donc une file d'attente à part pour pouvoir voter. Donc c'était assez inédit, ça a surpris quelques électeurs. En tout cas, le climat est calme, serein, paisible. Beaucoup d'électeurs avec qui nous avons discuté espèrent que cela va continuer tout au long de la journée et surtout dans la soirée après la clôture des bureaux de vote qui est prévue à 18h en heure locale, qui est aussi le temps universel. Beaucoup de gens sont également heureux de pouvoir enfin voter. On le sait, cette élection a été pleine de rebondissements avec le report initial de l'élection qui avait abouti à une crise politique de plusieurs semaines et beaucoup d'incertitudes pour les électeurs. C'est donc une page qui se tourne et vraiment c'est ce qui est revenu en discutant avec les gens. Ils sont vraiment fiers et heureux de pouvoir s'exprimer dans les urnes ce dimanche. Chers téléspectateurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.